Vivez en paix. Kevin Gravier, 9h11. Qu'est-ce que la taphophobie? Kevin Gravier de la Coopérative funéraire du Grand Montréal, section Rive-Sud. Alors Charles, la taphophobie, je vais le découper, c'est un mot d'origine grecque, donc dans son sens, le mot tapho, le suffixe tapho veut dire tombe, le préfixe tapho veut dire tombe, et le suffixe phobie veut dire peur, donc la peur de la tombe. Mais en fait, la taphophobie, c'est la peur vraiment d'être enterré vivant. On peut la considérer comme étant de la claustrophobie extrême, et cette peur remonte sans doute à très loin. Voilà, donc est-ce qu'on a des bonnes raisons d'être taphophobe? Alors, effectivement, Ça ne Charles... vient pas de nulle part, cette peur. Non, tout à fait. Ben, cette peur est alimentée par deux choses, en fait, essentiellement. L'existence, premièrement, de cas réels. À travers l'histoire, il y a eu des épisodes, par exemple, de pandémies très impressionnantes. On peut penser à la peste. Et malheureusement, on peut imaginer que plusieurs personnes ont été enterrées vivantes avec l'empressement, la peur de la contamination. Des personnes qui étaient juste dans le coma ont pu être enterrées vivantes. Plus proche de nous, au niveau du temps, il existe encore aujourd'hui des anecdotes modernes, justement en 2011-2015, ce sont des dates à laquelle des personnes ont pu se réveiller de leur belle mort, un peu partout dans le monde, pas seulement dans les pays du Sud. Attends, là, et ces anecdotes-là, ils étaient morts puis ils se sont réveillés. Exactement, en fait, c'est ça, on a constaté un peu trop rapidement leur mort. Puis ces nouvelles-là, en fait, elles sont relayées très rapidement sur Internet. Et je dirais qu'aujourd'hui, le réveil des morts, c'est un peu comme les accidents d'avion. C'est très rare, mais suffisamment spectaculaire pour marquer les esprits. La deuxième chose qui alimente, en fait, la taphophobie, c'est la méconnaissance des techniques de constatation d'un décès et des règles qui encadrent le traitement du défunt. Est-ce qu'il y a des bonnes raisons donc, de croquer l'orteil pour s'assurer la mort? Est-ce que ça peut m'arriver? Ben, on ne croquera pas ton orteil, non, malheureusement. Comment on je peux procède? te rassurer là-dessus. En fait, cette pratique de croquer l'orteil, c'est une légende. En fait, je vais faire juste une parenthèse. Croque-mort. Exactement. L'image du croque-mort croquant l'orteil, en fait, c'est un abus de langage, car en vieux français, donc le terme croque-mort apparaît un peu avant 1800. Croquer signifie faire disparaître. On n'a qu'à penser à l'expression croquer un héritage. Ainsi, le croque-mort, c'est celui qui fait disparaître les morts. Alors, le croque-mort, c'est sûr qu'il avait des méthodes, au-delà de son travail de faire disparaître les morts, il lui fallait vérifier si la personne qu'il allait voir était un bon client. Et donc, il avait des méthodes comme par exemple de piquer la plante du pied pour provoquer un réflexe ou encore de placer une plume, un miroir devant la bouche pour constater l'absence ou non de respiration. Parce que c'est ça en fait le travail d'un croque-mort, il y a un travail de reconnaissance du mort, c'est un travail d'observation et au fil des époques, en fait les méthodes ont peu évolué. Vu qu'on meurt plus ou moins de la même manière, on observe toujours plus ou moins la même chose. Par contre, les outils, eux, se sont modernisés. Et il y a une constante qui est restée, en fait, c'est le temps. Et ça, c'est important, ça peut rassurer certains taphophobes, c'est que ça prend du temps pour constater quand même la mort de quelqu'un, parce que justement, la mort est un processus. La mort, ce n'est pas la cessation immédiate de toute vie dans le corps. On ne s'éteint pas en un instant, on s'éteint en plusieurs instants. Ceci dit, le critère principal pour constater un décès, c'est l'impossibilité de maintenir le fonctionnement vital d'une personne. Donc, on doit regarder, prendre les signes vitaux, puis c'est là qu'on comprend. Mais comment on reconnaît un mort? Alors, sauf mort violente, comme je le disais, la mort, en fait, c'est un éloignement progressif du vivant et ce phénomène s'observe par étapes. On va être attentif à deux signes. Les premiers signes, ça va être ce qu'on appelle les signes négatifs de vie. Donc, on va aller observer l'absence de vie. Parmi ces signes, il y a l'arrêt cardio-respiratoire, la perte de réflexe ou l'absence d'état de conscience. L'arrêt cardio-respiratoire, c'est l'absence de pouls, de respiration, de tension artérielle. La perte de réflexe, ça peut s'accompagner d'une perte de tonus musculaire, une absence de réaction à la lumière. On peut penser à ce fameux test, justement, où on expose les pupilles à la lumière pour voir la rétractation ou pas. L'absence d'état de conscience, de sensibilité, ben là, comment on va faire? On va provoquer une douleur, justement, pour voir si ça réagit. Un peu comme le croque-mort le faisait, mais comme vous l'avez compris, sans blesser aucun orteil. Ces signes-là, ces signes négatifs de vie, en fait, ce sont des signes qui sont quand même insuffisants car une personne dans un état léthargique, dans le coma, pourrait présenter des signes de décès, apparents. Bien sûr. Et puis, à ce stade-là aussi, il est encore possible de ramener la personne à la vie. On peut penser à la réanimation cardio-respiratoire. Donc là, on va aller chercher les deuxièmes signes beaucoup plus probants, qui sont les signes positifs de mort. Donc là, on va aller chercher la présence de la mort. Donc, à travers ces signes, il y a le refroidissement du corps, la rigidité cadavérique, les lividités cadavériques, la déshydratation, la putréfaction ou la présence de faune nécrophage. Pour reprendre chacun d'eux, un corps donc justement qui serait avec la présence de mort, il serait froid, ça veut dire qu'il serait à température ambiante au lieu d'être à 37,2 degrés Celsius. Le corps d'un mort se rigidifie, il y a une tension des muscles au niveau de la mâchoire, des membres supérieurs, des membres inférieurs.
Ce qu'on appelle les lividités cadavériques, en fait, c'est une coloration de la peau justement par un effet de stagnation du sang dans les zones les plus proches du sol, par un effet de gravité. Et le sang, en stagnant, va colorer la peau. La déshydratation, c'est important, on est composé d'eau, mais une fois qu'on est mort, justement, on ne s'hydrate plus, donc il y a un effet de déshydratation. Assez rapide. rapide. Tout à fait, c'est assez rapide, puis justement, il y a une perte de poids considérable qui va arriver à ce moment-là. Le plus connu des signes positifs de mort, c'est évidemment la putréfaction. Donc la putréfaction, c'est quoi? C'est l'action des micro-organismes qui vivent à l'intérieur de nous et qui donc, au signal opportun, se mettent en action. Et encore plus visible, bien sûr, c'est la présence de faune nécrophage. Là, on pense à plusieurs insectes, dont les mouches bleues, qui sont attirés par la mort et qui vont se succéder pour transformer le corps du défunt dans un balai très, très organisé. Mais que ce soit les signes négatifs de vie ou les signes positifs de mort, en fait, c'est la combinaison des signes observés qui vaut constat de la mort, car justement, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer l'apparition ou non de ces signes. Alors, pour rassurer justement les taphophobes, justement, il y a le fait qu'il y a plusieurs signes, on en parlait tout à l'heure, il y a le fait que on ne se précipite pas pour déterminer la mort de quelqu'un. Il y a plusieurs signes qu'on doit observer. Puis ces signes-là, ils mettent un certain temps à apparaître. D'ailleurs, le fait justement qu'il y ait ce délai d'apparition des signes positifs de mort, donc les deuxièmes signes dont j'ai parlé, les rituels funéraires ont toujours respecté un certain temps avant de procéder à l'inhumation ou la crémation. Minimum d'une nuit, minimum d'une journée ou plus. On peut penser aux veillées funèbres, par exemple, où on ne se précipitait pas de jeter la personne sous terre. La loi au Québec... On laissait passer le temps, en fait. Exactement, on laissait passer le temps de confirmer la chose aussi. Et puis la loi au Québec, elle suit les rituels funéraires. Il y a l'interdiction de faire une intervention, sauf le transport, sur le corps d'un défunt en deçà des 6 heures à compter de la constatation du décès. Alors là, justement, on se dit, ouais, mais si jamais ça m'arrive, j'ai que 6 heures pour me réveiller. Non, souvent, il y a plus parce que la constatation du décès... Mais le taphophobe, c'est une phobie. C'est ça, exactement. Mais la constatation du décès ne se fait pas au moment du décès. Il y a toujours même un délai entre, justement, la constatation puis le décès lui-même. Donc déjà, ce délai peut rassurer les taphophobes, sans compter que ce délai, justement, il a tendance à se rallonger avec les nombreux intermédiaires qui existent aujourd'hui entre le décès de la personne et la disposition de son corps, que ce soit la crémation ou l'inhumation. Je terminerai, en fait, pour vraiment rassurer tout le monde, avec un bon conseil que j'ai lu pendant mes recherches. Mesdames, messieurs, mourrez tranquille. OK. Mais ne vous pressez pas pour vous rendre au cimetière ou au crématorium. Merci beaucoup, Kevin Gravier de la Coopérative funéraire du Grand Montréal. Vivez en paix. Présenté par la Coopérative funéraire du Grand Montréal.